heurter contre les murailles et les crever. Dame, c'est que la porte est étroite. Vous avez voulu aussi que nous soyons entrés jusqu'ici. Je le crois bien. Voudriez-vous, Paquin, que j'exposasse l'embonpoint de mes plumes aux inclémences de la saison pluvieuse et que j'allasse imprimer mes souliers en bout? Allez, ôtez votre chaise d'ici. Payez-nous donc, s'il vous plaît, monsieur. Hein? Je dis, monsieur, que vous nous donnez de l'argent, s'il vous plaît. Comment, coquin? Demander de l'argent à une personne de ma qualité? Est-ce ainsi que l'on paye les pauvres gens? Et votre qualité nous donne-t-elle à dîner? Ah, je vous apprendrai à vous connaître. C'est canaille la sauce jouera à moi. Ça va. Payez-nous vitement. Quoi? Je dis que je vais avoir de l'argent tout à l'heure. Il est raisonnable. Vite donc! Oui, dame, tu parles comme il faut, toi. Mais l'autre est un coquin qui ne sait ce qu'il dit. Tiens, es-tu content? Non, je ne suis pas content. J'avais donné un soufflet à mon camarade et... Doucement, doucement. Tiens, voilà pour le souffler. On obtient tout de moi quand on s'y prend de la bonne façon. Allez, venez me reprendre tantôt pour aller au Louvre, au petit coucher. Monsieur, voilà ma maîtresse qui arrive tout à l'heure. Qu'elle ne se presse point. Je suis ici, posté commodément pour attendre. Les voici. Mesdames, vous serez surprises sans doute de l'audace de ma visite. Mais votre réputation vous attire cette méchante affaire et le mérite a pour moi des charmes si puissants que je cours partout après lui. Si vous poursuivez le mérite, ce n'est pas sur nos terres que vous l'avez chassé. Pour voir chez nous le mérite, il a fallu que vous l'ayez amené. Ah, je m'inscris en faux contre vos paroles. La renommée accuse juste en comptant ce que vous valez. Et vous allez faire pique, et repique, et capot, tout ce qu'il y a de galant dans Paris. Votre complaisance pousse un peu trop avant la libéralité de ces louanges. Et nous n'avons garde, ma cousine et moi, de donner de notre sérieux dans le doute de votre flatterie. Ma chère, il faudrait faire donner des sièges. Oh là, Allemande dort! Madame, Vite, retirez-nous ici les commodités de la conversation. Mais au moins, y a-t-il surpris ici pour moi? Craignez-vous? Quelque vol de mon cœur, quelque assassinat de ma fille. Je vois ici des yeux qui ont la mine d'être de fort mauvais garçons, de faire insulte aux libertés, et de traiter une âme de turc à mort. Comment diable? D'abord qu'on les approche, ils se mettent sur leur garde de meurtrière. Ah, en ma foi, je m'en défie, et je m'en vais gagner au pied, où je veux potions bourgeoises qui ne me feront point de mal. Ma chère, c'est des caractères enjoués. Je vois bien que c'est un amical. Ne craignez bien, nos yeux n'ont point de mauvais desseins et votre cœur peut dormir en assurance sur leur prud'homme. Mais de grâce, monsieur, ne soyez pas inexorable à ce fauteuil qui vous tend les bras, il y a quart d'heure. Contentez un peu l'envie qu'il a de vous embrasser.
vous semble de ma petite oie? Comment la trouvez-vous? La trouvez-vous congruente à la vie? Tout à fait. Le ruban est-il bien choisi? Curieusement bien. C'est vers les gens tout purs. Que dites-vous de mes canons? Ils sont tout à fait bon air. Je puis me vanter au moins qu'ils ont un grand quartier plus que tout ce qu'on fait. Il faut avouer que je n'ai jamais vu porter si haut l'élégance de l'ajustement. Attachez un peu sur ces gants la réflexion de votre odorat. Ils sentent terriblement bon. Je n'ai jamais respiré une odeur mieux conditionnée. Et celle-là? Elle est tout à fait de qualité. Le sublime en me touche délicieusement. Vous ne me dites rien de mes plumes? Comment les trouvez-vous? Effroyablement belle. Savez-vous que le brin me coûte un louis d'or? Pour moi, j'ai cette manie de donner généralement surtout ce qu'il y a de plus beau. Je vous assure que nous sympathisons, vous et moi. J'ai une délicatesse curieuse pour tout ce que je porte. Et jusqu'à mes chaussettes. Je n'ai plus rien porté qui ne soit de la bonne bruyère. Ah! Dieu me damne, mesdames! C'est fort mal ennuyé! Et j'ai à me plaindre de votre procédé! Cela n'est pas honnête! Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Comment? Toutes deux contre mon cœur en même temps? M'attaquer de droite, de gauche? Ah! C'est contre le droit des gens. La partie n'est pas égale. Et je m'en vais tenir au mât! Il faut avouer qu'il dit les choses d'une manière particulière. Il a un tour admirable dans l'esprit. Vous avez plus de peur que de mal, et votre cœur crie avant qu'on ne l'écorche. Comment diable? Il est écorché depuis la tête jusqu'aux pieds!
à me laisser à lui, moyennant quelques sommes. Mais le mal de l'affaire était que mon amant se trouvait dans l'état où l'on trouve très souvent la plupart des fils de famille. C'est-à-dire qu'il était un peu dénué d'argent. Et il a un père qui, quoique riche, est un avaricieux fiefé, le plus vilain homme au monde. Attendez, ne me saurais-je souvenir de son nom? Aïe, aidez-moi un peu. Ne pouvez-vous me nommer quelqu'un de cette ville qui soit connu pour être avare au dernier point? Non. Il y a à son nom du Oronte. Non. Géronte, justement! Voilà mon vilain, je l'ai trouvé! Pour en venir à notre compte, nos gens ont voulu partir aujourd'hui de cette ville. Et mon amant m'a fait perdre, faute d'argent. Si pour en tirer à son père, il avait trouvé du secours dans l'industrie d'un serviteur qu'il a. Pour le nom du serviteur, je le sais à merveille. Il s'appelle Scapin. C'est un homme incomparable. Il mérite toutes les louanges qu'on peut donner. Coquin que tu es! Voici le stratagème où il s'est servi pour attraper sa dupe. Je ne saurais m'en souvenir que je ne ris de tout mon cœur. Il est allé trouver ce chien d'avare. Il lui a dit qu'en se promenant sur le port avec son fils, ils avaient vu une galère turque. On les avait invités d'entrer, qu'un jeune turc leur avait donné la collation. Que tandis qu'ils mangeaient, on avait mis la galère en mer, et que le turc l'avait renvoyé, lui seul, à terre, dans un esquif, avec pour ordre de dire au père de son maître qu'il emmenait son fils en Alger, s'il ne lui envoyait tout à l'heure 500 écus. Voilà mon ladre, mon vilain, dans de furieuses angoisses, et la tendresse qu'il a pour son fils fait un combat étrange avec son avarice. 500 écus qu'on lui demande sont justement 500 coups de poignard qu'on lui donne. Il ne peut se résoudre à tirer cette somme de ses entrailles. Et la peine dont il souffre lui fait trouver 100 moyens ridicules pour avoir son fils. Il va envoyer la justice en mer. Après la galère du Turc, il veut solliciter son valet de Salé, tenir offrir la place de son fils, jusqu'à ce qu'il ait amassé l'argent qu'il n'a pas envie de donner. Il abandonne 4 ou 5 vieux habits qui n'en valent pas 30 pour faire les 100 écus. Le valet lui fait comprendre à tout coup l'impertinence de ses propositions. Et chaque réflexion de son père est douloureusement accompagnée d'un « Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Maudite galère, traître de Turc !» Enfin, après plusieurs détours, après avoir longtemps gémi et soupiré, mais il me semble que vous n'auriez point la même voix. Qu'en dites-vous? Je dis que le jeune homme est un pandard, un insolent, qui sera puni par son père. Du coup qu'il lui a fait, Gitsel est une mal avisée, une impertinente, de dire des injures, à un homme d'honneur qui saura lui apprendre à venir ici, évoquer les enfants de famille. Et que le valet est un scélérat qui sera pas de honte, envoyé au gilet avant qu'il ne soit demain. Quoi? Que puisse dire Aristote et toute la philosophie? Il n'est rien d'égal au tabac. C'est la passion des honnêtes gens et qui vit sans tabac des familles et des vies. Non seulement il réjouit et purge les cerveaux humains, mais encore il instruit les âmes à la vertu et l'on apprend avec lui à devenir honnête homme. Ne voyez-vous pas bien, dès qu'on en prend, de quelle manière obligeante on en use avec tout le monde, et comme l'on est ravi d'en donner à droite et à gauche, partout où l'on se trouve?
On n'attend pas même qu'on en demande, et l'on court devant du souhait des gens, tant il est vrai que le tabac inspire des sentiments d'honneur et de vertu à tous ceux qui en prennent. Mais c'est assez de cette matière. Reprenons un peu notre discours. Nous avons manqué notre coup, Sganarelle. Et cette bourrasque imprévue a renversé avec notre barque le projet que nous avions fait. Et à te dire vrai, cette jeune paysanne que je viens de quitter répare ce malheur. Et je lui ai trouvé des charmes qui effacent de mon esprit tout le chagrin que me donnait le mauvais succès de notre entreprise. Il ne faut pas que ce cœur m'échappe. Et j'y ai déjà jeté des dispositions à ne pas souffrir longtemps de pousser des soupirs. Monsieur, j'avoue que vous m'étonnez. À peine sommes-nous échappés d'un péril de mort, qu'au lieu de rendre grâce au ciel de la pitié qu'il a daigné prendre de nous, vous travaillez tout de nouveau à attirer sa colère pour vos fantaisies accoutumées. Paix, coquin que vous êtes. Vous ne savez ce que vous dites et monsieur sait ce qu'il fait. Allons. Ah, où sort cette autre paysanne, Sganarelle? As-tu rien vu de plus joli? Et ne trouves-tu pas, dis-moi, que celle-ci vaut bien l'autre? Bien sûr, votre pièce nouvelle. D'où me vient, la belle, une rencontre si agréable. Comment se fait-on peut-être? Parmi ces arbres et ces rochers, on trouve des personnes faites comme vous êtes. Vous voyez, monsieur? Êtes-vous de ce village? Oui, monsieur. Et vous y demeurez? Oui, monsieur. Vous vous appelez? Charlotte, pour vous servir. Ah, la belle personne. Et que ses yeux sont pénétrants. Monsieur, vous me rendez toute honteuse. En ayez point honte d'entendre dire vos vérités. Sganarelle, qu'en dis-tu? Peut-on bien voir de plus agréable? Voulez-vous un peu, je vous prie? Ah, que cette taille est jolie. Aussi un peu la tête de grâce. Ah, que ce visage est charmant. Voulez-vous entièrement? Ah, qu'ils sont beaux. Que je vois un peu vos dents? Oh, qu'elles sont amoureuses. Et ses lèvres, toutes puissantes. Pour moi, je suis ravi. Je n'ai jamais vu une si charmante personne. Monsieur, cela voudrait pas dire que je ne sais pas si c'est pour me railler de moi. Moi? Me railler de vous? Dieu m'en garde. Je vous aime trop pour cela. Et c'est du fond du cœur que je vous parle. Je me suis obligée, si ça allait. Quoi du tout? Vous ne m'êtes point obligé de tout ce que je dis. Et ce n'est qu'à votre beauté que vous en êtes redevable. Monsieur, tout est trop bien dit pour moi et je n'ai pas d'esprit pour vous répondre. Regarde un peu ces mains. Fille, monsieur, laissez-moi plus, je ne sais pas. Ah, que dites-vous là? Elles sont les plus belles du monde. Souffrez que je les laisse, je vous prie. Monsieur, c'est trop d'honneur que vous me faites. Si j'avais su à tantôt, je n'aurais pas manqué d'y aller à lui. Dites-moi un peu, belle Charlotte. Vous n'êtes pas mariée sans doute. Non, monsieur, mais je dois bientôt l'être avec Caro, le fils de la voisine Simonette. Non. Non. Une personne comme vous ne peut épouser un paysan. Vous méritez sans doute une meilleure fortune. Et le ciel, qui le connaît bien, m'a conduit jusqu'ici tout exprès pour empêcher ce mariage et rendre justice à vos charmes. Car enfin, belle Charlotte, je vous aime de tout mon cœur. Il ne tiendra qu'à vous que je vous arrache à ce misérable lieu et ne vous mette dans l'état où vous méritez d'être. Cet amour est bien prompt sans doute. Mais quoi? C'est un effet, Charlotte, de votre grande beauté. Et l'on vous aime autant en un quart d'heure que l'on ferait pour une autre 6 mois. Aussi vrai, monsieur, je ne sais comment faire quand vous parlez. Ce que vous dites me fait aise et j'aurai toutes les envies du monde de vous prendre. Mais on m'a toujours dit qu'il ne faut jamais croire les messieurs et que vous autres courtisans êtes des angeleux qui ne songez qu'à abuser les filles. Je ne suis pas de ces gens-là. D'accord. Voyez-vous, monsieur, il n'y a pas de plaisir à se laisser abuser. Je suis une pauvre paysanne, mais j'ai l'honneur en recommandation. Et j'aimerais mieux me voir morte que de me voir déshonorée. Moi, j'aurais l'âme assez méchante pour vous déshonorer. Je serais assez lâche pour abuser une personne comme vous. Non, non, j'ai trop de conscience pour cela. Je vous aime, Charlotte, en tout bien et en tout honneur. Et pour vous montrer que je vous dis vrai, sachez que je n'ai point d'autre dessein que de vous épouser. En voulez-vous un plus grand témoignage? Y voilà pris quand vous voudrez. Et je prends à témoin l'homme que voilà de la parole que je vous donne. Non, non, ne craignez point. Je se mariera avec vous tant que vous voudrez. Ah, Charlotte. Vous me faites grand tort de juger de moi par les autres. Et s'il y a des fourbes dans le monde, des gens qui ne pensent qu'à abuser des filles, vous me devez tirer du nombre et ne pas mettre en doute la sincérité de ma foi. Et puis votre beauté vous assure de tout.
Quand on est faite comme vous, on doit être à couvert de toutes ces sortes de craintes. Vous n'avez pas l'air, croyez-moi, d'une personne qu'on abuse. Et je me percerais le cœur de 1000 coups si j'avais eu la moindre pensée de vous trahir. Mon Dieu, je ne sais si vous dites vrai ou non, mais vous faites que l'on vous croit. Lorsque vous me croirez, vous me rendrez justice assurément. Et je vous réitère encore ma promesse. Ne l'acceptez-vous pas? Et ne voulez-vous pas consentir à être ma femme? Oui, pourvu que ma tante le veuille. Touchez donc là, puisque vous le voulez bien de votre part. Mais au moins, monsieur, ne m'allez pas tromper, je vous prie. Il aurait de la confiance à vous, et vous voyez comme j'y vais à la bonne foi. Comment? Il semble que vous doutez encore de ma sincérité. Voulez-vous que je fasse des serments épouvantables? Que le ciel! Ne jurez point, je vous crois. Donnez-moi donc un baiser pour gage de votre parole. Oh, monsieur, attendez que nous soyons mariés. Après ça, je vous baiserai tant que vous voudrez. Charlotte, je veux tout ce que vous voulez. Abandonnez-moi seulement votre main. Souffrez que, par 1000 baisers, je lui exprime le ravissement où je suis. Voilà, monsieur, que faites-vous donc là avec Charlotte? Est-ce que vous lui parlez d'amour aussi? Non, on comprenne. C'est elle qui me témoignait une envie d'être ma femme et je lui répondais que j'étais engagé à vous. Qu'est-ce que c'est donc que vous me m'achever? Elle est jalouse de me voir vous parler. Elle voudrait bien que je l'épousasse. Et je lui dis que c'est vous que je veux. Quoi, Charlotte? Tout ce que vous lui dites, elle sera inutile. Laissez une seule heure à la vie. Comment donc, ma chérie? C'est en vain que vous lui parlerez. Vous ne lui offrez pas cette fantaisie. Est-ce que... Je lui dis rien. C'est une folle. Je voudrais... Laissez-la là, c'est une extravagante. Vraiment... Je vous dis, elle est folle. Je pense... Voilà, Charlotte, ce n'est pas bien de courir sur le marché des autres. Ça n'est pas honnête, ma chérie, d'être jalouse que monsieur me parle. C'est moi que monsieur a vu la première. Si vous avez la première, il m'a vu la seconde et m'a promis de m'épouser. Eh bien, que vous ai-je dit? Je vous baise les mains. C'est moi qui l'a promis d'épouser et non lui. À d'autres, je vous prie, c'est moi, vous dis-je. Vous vous moquez des gens, c'est moi, encore une fois. Le blaguer pour dire s'il n'est pas raison. Le gars qui est pour me mentir si je ne dis pas vrai. Est-ce, monsieur, que vous lui avez promis de l'épouser? Vous vous voyez de moi. Est-ce, monsieur, que vous lui avez donné parole d'être son mari? Comment pouvez-vous avoir cette pensée? Vous voyez qu'elle le soutient. Laissez-la faire. Vous voyez comme il assure. Laissez-la dire. Il faut savoir la vérité. Oui, il faut juger ça. Oui, Mathurine, je veux que monsieur vous montre votre baie jaune. Oui, Charlotte, je veux que monsieur vous rende un peu camuse. Monsieur, videz la querelle. Mettez-nous d'accord, monsieur. Vous allez voir. Vous allez voir vous-même. Dites, parlez. Eh bien, que voulez-vous que je vous dise? Vous soutenez également toutes deux que je vous ai promis de vous prendre pour femme. Est-ce que chacune de vous ne sait pas ce qu'il en est, sans qu'il soit nécessaire que je m'explique davantage? Pourquoi m'obliger là-dessus à des redites? Celle à qui j'ai promis effectivement n'a-t-elle pas en elle de quoi se moquer des discours de l'autre? Et doit-elle se mettre en peine pourvu que j'accomplisse ma promesse? Il faut faire et non pas dire. Et les effets décident mieux que les paroles. Aussi n'est-ce rien que par là que je vous veux mettre d'accord. Et l'on verra, quand je me marierai, laquelle des deux a mon cœur. Laissez-lui croire ce qu'elle voudra. Laissez-la se flatter dans son imagination. Je vous adore. Tous les visages sont laids auprès du vôtre. On ne peut plus souffrir les autres quand on vous a vu. J'ai un petit ordre à donner. Je viens vous retrouver dans un quart d'heure. Je suis celle qu'il aime, au moins. C'est moi qui l'épousera. Pauvre fille que vous êtes, j'ai pitié de votre innocence. Et je ne puis souffrir de vous voir courir à votre malheur. Croyez-moi, l'une et l'autre, ne vous amusez point à tous les contes qu'on vous fait et demeurez dans votre village.
gorge. On m'a dérobé mon argent. Peut-être devenu. Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver? Où courir? Ou ne pas courir? Est-il point là? Est-il point ici? Qui est-ce? Arrête! Rends-moi mon argent, coquin! C'est moi. Mon esprit est troublé et j'ignore où je suis, qui je suis et ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent. Mon pauvre argent! Mon cher ami, on m'a privé de toi. Et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. C'est fini pour moi. Et je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. Sans effet, je n'en puis plus. Je meurs. Je suis mort. Je suis enterré. Y a-t-il personne qui veuille me ressusciter? En me rendant mon cher argent? Ou en m'apprenant qu'il a pris? Hein? Que dites-vous? Ce n'est personne. Il faut qui que ce soit qui ait fait le coup qu'avec beaucoup de soin on ait épié l'heure. Et l'on a choisi justement le temps que je parlais à mon traître de fils. Sortons! Je vais aller quérir la justice et faire donner la question à toute ma maison. Un servant, un valet, un fils, un fille, et à moi aussi. Que de gens assemblés. Je ne jette mes regards sur personne qui ne me donne des soupçons, et tout me semble mon voleur. Hé! De quoi est-ce qu'on parle là? De celui qui m'a dérobé? Quel moi fait pour là-haut? Est-ce mon voleur qui y est? De grâce! Sinon c'est des nouvelles de mon voleur. Je supplie que l'on m'en dise. Est-il point caché là? Parmi vous? Ils me regardent tous et se mettent à rire. Vous verrez qu'ils ont part, sans doute, au vol que l'on m'a fait. Allons vite! Les commissaires, des archers, des prévôts, des juges, des liens, des potences et des bourreaux. Je veux faire pendre tout le monde. Et si je retrouve mon argent, je me pendrai moi-même après. Monsieur, je vous demande pardon de tout mon cœur. Cela est admirable. Vous ne trouverez pas mauvais, s'il vous plaît, la curiosité que j'ai eue de voir un illustre malade comme vous êtes, et votre réputation qui s'étend partout, peut excuser la liberté que j'ai prise. Monsieur, je suis votre serviteur. Je vois, monsieur, que vous me regardez fixement. Quel âge croyez-vous bien que j'ai? Je crois que tout au plus, vous pouvez avoir 26 ou 27 ans. J'en ai 90. 90? Oui.
voyez un effet secret de mon art de me conserver ainsi frais et vigoureux. En ma foi, voilà un beau jeune vieillard pour 90 ans. Je suis médecin passager qui vit de ville en ville, de province en province, de royaume en royaume, pour chercher d'illustres matières à ma capacité, pour trouver des maladies, pour m'occuper capable d'exercer les grands et beaux secrets que j'ai trouvés dans la médecine. Je dédaigne de m'amuser à ce menu fatras de maladies ordinaires, à ces bagatelles de rhumatisme et de fluxion, à ces fièvrottes, à ces vapeurs et à ces migraines. Je veux des maladies d'importance, de bonnes fièvres continues avec des transports au cerveau, de bonnes fièvres pourprées, de bonnes pestes, de bonnes hydropisiformées, de bonnes pleurésies avec des inflammations de poitrine. C'est là que je me plais, c'est là que je triomphe. Et je voudrais, monsieur, que vous eussiez toutes les maladies que je viens de dire et que vous fussiez abandonné de tous les médecins, désespérés, à l'agonie, pour vous montrer l'excellence de mes remèdes et l'envie que j'aurai de vous rendre service. Monsieur, je vous suis obligé des bontés que vous avez pour moi. Donnez-moi votre pouls. Allons donc, que l'on batte comme il faut. Ah, je vous ferai bien aller comme vous devez. Ouais, ce pouls-là fait l'impertinent. Je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Qui est votre médecin? Monsieur Purgon. Cet homme-là n'est point écrit sur mes tablettes entre les grands médecins. Pourquoi dit-il que vous êtes malade? Il dit que c'est du foie et d'autres disent que c'est de la rate. Ce sont tous des ignorants. C'est des poumons que vous êtes malade. Du poumon? Oui, que sentez-vous? Je sens de temps en temps des maux de tête. Justement, le poumon! Il me prend parfois comme un voile devant les yeux. Le poumon? Je sens quelquefois des maux de cœur. Le poumon! J'ai parfois des lassitudes par tous les membres. Le poumon! Et surtout, j'ai des douleurs dans l'estomac, comme si c'était des coliques. Le poumon. Avez-vous appétit à ce que vous mangez? Oui, monsieur. Le poumon. Vous aimez à boire un peu de vin? Oui, monsieur. Le poumon. Il vous prend un petit sommeil après les repas et vous êtes bien aise de dormir. Oui, monsieur. Le poumon, vous dis-je. Que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture? Il m'ordonne du potage. Ignorant. De la volaille. Ignorant. Du veau. Ignorant. Des œufs frais. Ignorant. Des bouillons. Ignorant. Et le soir de petits pruneaux pour lâcher le ventre. Ignorant. Ah, et surtout de boire mon vin trempé. Ignorantus, ignoranta, ignorantum. Il faut boire votre vin pur. Et pour épaissir votre sang, qui est trop subtil, il faut manger de bons gros bœufs, de bons gros porcs, de bons fromages d'Hollande, du gruau et du riz, et des larrons et des oublis, pour coller, complétiner. Votre médecin est une bête. Je veux vous en envoyer un de ma main et je viendrai vous voir de temps en temps, tandis que je serai en cette ville. Monsieur, vous m'obligez beaucoup. Que diantre faites-vous de ce bras-là? Comment? Voilà un bras que je me ferais couper tout à l'heure si j'étais que vous. Mais pourquoi? Mais ne voyez-vous pas qu'il tire à soi toute la nourriture et qu'il empêche ce côté-là de profiter? Mais j'ai besoin de mon bras. Oh, vous avez là aussi un œil droit que je me ferais crever si j'étais à votre place. Crever un œil? Ne voyez-vous pas qu'il incommode l'autre et lui dérobe sa nourriture? Croyez-moi, faites-vous le crever au plus tôt. Vous en verrez plus clair de l'œil gauche. Cela n'est pas pressé. Adieu.
consultation qui se doit faire pour un homme qui mourut hier. Pour un homme qui mourut hier? Oui, et pour aviser et voir ce qu'il aurait fallu lui faire pour le guérir. Vous savez, les malades ne reconduisent point. Jusqu'au revoir. Voilà un médecin qui va bien un peu vite. Me couper un bras et me crever un œil pour que l'autre se sente mieux. Une belle opération que de me rendre borgne et manchot. Cher marquis, je te vois l'âme bien satisfaite. Toute chose payée et rien ne t'inquiète. En bonne fois crois-tu sont tes brûlures les yeux, avoir de grands sujets de paraître joyeux? Parbleu! Je ne vois pas, lorsque je m'examine, ou prendre aucun sujet d'avoir l'âme chagrine. J'ai du bien, je suis jeune et sors d'une maison qui se peut dire noble, avec quelques raisons, et je crois, par le rang que me donne ma race, qu'il est fort peu d'emplois dont je ne sois en passe. Pour le cœur, dont surtout nous devons faire cas, on sait, sans vanité, que je n'en manque pas, et l'on m'a vu pousser dans le monde une affaire d'une assez vigoureuse et gaillarde manière. Pour de l'esprit, j'en ai, sans doute, et du bon goût, à juger sans étude et raisonner de tout, à faire aux nouveautés dont je suis idolâtre, figure de savant sur les bancs du théâtre, y décider en chef et faire du fracas à tous les beaux endroits qui méritent des... Je suis assez adroit, j'ai bon air, bonne mine, les dents belles surtout, et la taille fort fine. Quant à se mettre bien, je crois, sans me flatter, qu'on serait malvenu de me le disputer. Je me vois dans l'estime, autant qu'on y puisse être, fort aimé du beau sexe, et bien auprès du maître. Je crois qu'avec cela, mon cher marquis, je crois qu'on peut, par tout pays, être content de soi. Oui, mais trouvant ailleurs des conquêtes faciles, pourquoi pousser ici des soupirs inutiles? Moi, parbleu, je ne suis de taille ni d'humeur à boire d'une belle et suis la froideur. C'est aux gens mal tournés, au mérite vulgaire, à brûler constamment pour les beautés sévères, à languir à leurs pieds et souffrir leur rigueur, à chercher le secours des soupirs et des pleurs, et tâcher, par des soins d'une très longue suite, d'obtenir ce qu'on nie à leur peu de mérite. Mais les gens de mon air, marquis, ne sont pas faits pour aimer à crédit et faire tous les frais. Quelque rare que soit le mérite des belles, je pense, Dieu merci, nombreux sont pris comme elles, que pour se faire honneur d'un cœur comme le mien, ce n'est pas la raison qu'il ne leur coûte rien, et qu'au moins, à tout mettre en de justes balances, il faut qu'à frais commun se fassent des avances. Tu penses donc, marquis, être fort bien ici? J'ai quelques lieux, marquis, de le penser ainsi. Crois-moi, détache-toi de cette erreur extrême. Tu te flattes, mon cher, et t'aveugles toi-même. Il est vrai, je me flatte et m'aveugle en effet. Sur quoi fondent tes conjectures? Je me flatte. En as-tu des preuves qui soient sûres? Je m'aveugle. Est-ce que ces vœux s'élimènent à fait quelques secrets d'amour?
Je n'ai que des tribus. Réponds-moi, je te prie. Je suis maltraité. Je suis maltraité. Laissons la raillerie. Elle me dit quel espoir on peut t'avoir donné. Je suis le misérable et toi le fortuné. On a, pour ma personne, une aversion grande et quelqu'un de ces jours, il faut que je me pende. Oh ça, veux-tu, marquis, pour ajuster nos vœux, que nous tombions d'accord d'une chose tous deux, que qui pourra faire part d'une marque certaine d'avoir meilleure place au cœur de Célimène, l'autre ici fera place au vainqueur prétendu et le délivrera d'un rival assidu. Ah, parbleu. Tu me plaises avec un tel langage, et du fond de mon cœur, à cela, je m'engage. Mais chut, voilà Célimène. Ah, mettons-nous ici pour écouter à l'aise. C'est vrai que mot à mot, il est besoin qu'on fait. Je brûle de les voir, et l'on s'en meurt chez nous. C'est son charme pour moi que ce qui part de vous. Ce m'est une douceur à nulle autre pareille. C'est son repas frisant qu'on donne à mon oreille. Ne faites point languir de citer son désir. Dépêchez. Faites tôt et hâtez nos plaisirs. À votre impatience, offrez vos épigrammes. Hélas, c'est un enfant tout nouveau-né, madame. Son sort, assurément, a lieu de vous charmer. Est-ce dans votre cour que j'en viens d'accoucher? Pour me le rendre cher, il suffit de son père. Votre approbation, lui, peut servir de mère. Qu'il a d'esprit. Oh là, pourquoi donc priez-vous? C'est de peur de troubler un entretien si doux. Approchez et venez de toutes vos oreilles. Prendre pas le plaisir d'entendre les merveilles. Ce n'est pas mon fait que les choses d'esprit. Il n'importe. Aussi bien, j'avoue dire ensuite, un secret dont il faut que vous soyez astuce. Les sciences n'ont rien qui vous puisse enflammer. Et vous ne vous piquez que de savoir charmer. Aussi peu l'un que l'autre, et je n'ai nulle envie. Ah, songeons à l'enfant nouveau-né, je vous prie. Allons, petit garçon, vite de quoi s'asseoir. Voyez le pertinent. Est-ce qu'on doit choir après avoir appris l'équilibre des choses? De ta chute, ignorant, ne vois-tu pas les causes? Et qu'elle vient du point fixe d'écarter ce que nous appelons centre de gravité? Je me suis aperçu, madame, étant par terre. Je lui prends, ne laisse pas le verre. De l'esprit partout, cela ne t'arrive pas. Servez-nous promptement votre aimable repas. Pour cette grande faim qu'à mes yeux on expose, un plat seul de 8 verres me semble peu de choses. Et je pense qu'ici, je ne ferais pas mal de joindre à l'épigramme ou bien le madrigal le ragoût d'un sonnet qui passait chez une princesse pour avoir quelques délicatesses. Il est de sel lactique assaisonné partout. Et je crois que vous le trouverez d'assez bon goût. Oh, je n'en doute point. Donne envie d'audience. Je sentais mon cœur tressaillir par avance. J'aime la poésie. Et surtout quand les vers sont tournés galamment. Si nous parlons toujours, il ne faut rien dire. Silence, ma nièce. Laissez-le donc lire.
Sonnez à la princesse Uranie sur sa fièvre. Votre prudence est endormie, de traiter magnifiquement et de loger superbement votre plus cruel ennemi. Ah, le joli début! Qu'il a le tour galant! L'huissel de Vérézé possède le talent. À prudence endormie, il faut rendre les armes. Loger son ennemi est pour moi plein de charme. J'aime superbement et magnifiquement. Ces deux adverbes joués ensemble admirablement. Prêtons l'oreille au reste. Votre prudence est endormie, de traiter magnifiquement et de loger superbement votre plus cruel ennemi. Prudence endormie? Loger son ennemi? Superbement et magnifiquement. Faites la sortie, Quacoli, de votre riche appartement, où cette ingrate insolemment attaque votre belle vie. De grâce, laissez-moi respirer. Donnez-nous, s'il vous plaît, le loisir d'admirer. On se sort à sévère, jusqu'au fond de l'âme, coulé je ne sais quoi qui fait que l'on se parle. Faites-la sortir, quoi qu'on dit, de votre riche appartement. Que riche appartement, et là joliment dit, que la métaphore est mise avec esprit. Faites-la sortir, quoi qu'on dit. Ah, que ce quoi qu'on dit d'un coup admirable. Et c'est à mon sentiment un endroit impayable. De quoi qu'on dit aussi, mon cœur est amoureux. Je suis de votre avis. Ce quoi qu'on dit est heureux. Je voudrais le voir faire. Il en veut toute une pièce. Mais en comprendant bien comme moi la finesse. Faites-la sortir, quoi qu'on dit. Que de la fièvre on prenne ici les intérêts. Il n'y a aucun égard. Moquez-vous des gars. Faites-la sortir. Quoi qu'on dit, quoi qu'on dit, quoi qu'on dit. Mais ce quoi qu'on dit en dit beaucoup plus qu'il ne semble. Je ne sais pas pour moi si chacun me ressemble, mais j'entends là-dessous 1 million de mots. Il est vrai qu'il en dit plus de choses qu'il n'est gros. Mais quand vous avez fait ce charmant quoi qu'on dit, aviez-vous compris, vous, toute son énergie, songez-vous bien vous-même l'image de son esprit? En effet. Je sens aussi l'ingrate dans la tête. C'est un grade de fièvre, injuste, malhonnête, qui traite mal les gens qui la logent chez eux. On ferme. Les 4 frères sont admirables tous deux. Venons-en promptement faire ces jours. S'il vous plaît, encore une fois, quoi qu'on dit. Faites-la sortir, Quacoli, de votre riche appartement. Riche appartement! Où cette ingrate insolemment Cette ingrate de fièvre attaque votre belle vie. Quoi? Sans respecter votre rang, elle s'en prend à votre sang. Et nuit et jour vous fait outrage. Si vous la conduisez au bain, sans la marchander davantage, noyez-la de vos propres mains. On n'en peut plus. On perd ce gars de plaisir. Demi de tout frisson, vous vous sentez saisir. Si vous la conduisez au bain, sans la marchander davantage, Noyez-la de vos propres mains. De vos propres mains, là. Noyez-la dans les mains. chaque pas dans vos verres rencontre un vrai charme. Partout, on s'y promène avec ravissement. On n'y saurait marcher que sur de belles choses. Sur ce petit chemin tout parsemé de roses. Le sonnet, donc, vous semble Admirable, nouveau. Et personne jamais n'a rien fait de si beau. Quoi? Sans émotions pendant cette lecture, ma nièce, faites-là une étrange figure. Chacun fait d'ici-bas la figure qu'il peut, ma tante. Et bel esprit, il ne l'est pas qui veut. peut-être que mes vers importunent madame. Point, je n'écoute pas.